Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Alexis Levrier. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes universitaire, historien de la presse. Vous avez publié Le Contact et la distance aux éditions Les Petits Matins. D'abord, j'ai une question générale. C'est le regard de l'historien de la presse justement qui m'intéresse. Comment, à travers l'histoire, le rapport des médias et de l'extrême droite s'est-il banalisé? Je me souviens d'une période récente du FN, le FN de Jean-Marie Le Pen, qui hurlait à la censure médiatique. Il se disait même victime de ce système médiatique. Oui, il se disait victime du système médiatique, mais on peut rappeler par exemple que François Mitterrand, à 2 reprises, au début de son premier septennat, avait écrit aux grandes chaînes de l'époque pour dire qu'on n'accordait pas assez de place au Front National, que c'était un parti légitime, qu'il fallait représenter. Et il a eu du coup des invitations après dans les médias. Donc le pouvoir politique utilise parfois le Front National et la place des médias, enfin la façon dont les médias parlent du Front National pour, quand ils ont des objectifs politiques. Là, il s'agissait de diviser la droite à l'époque, ça a très bien marché d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas crier au complot, au système médiatique qui serait contre le Front National. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, il y a une légitimité à parler du Front National aujourd'hui, ou du Rassemblement National, et à laisser ces gens avoir une place dans les médias, c'est que aujourd'hui, ils étaient au 2e tour de l'élection présidentielle, pour la 2e fois en 3 élections, et puis ils représentent 20-25% de l'électorat. Pour autant, aujourd'hui, ils n'ont pas de groupe parlementaire, par exemple. Non, ils n'ont pas de groupe parlementaire, mais on sait que les institutions sont comme ça, et qu'elles préservent. Un problème de représentativité. On peut considérer ça. Donc moi, je ne trouve pas ça anormal qu'ils aient une place dans les médias. Ce qui pose problème dans les événements récents, c'est le manque de transparence et de lisibilité. Quand on présente comme un journaliste quelqu'un qui est devenu un polémiste... On va revenir sur le cas Zemmour. Voilà, c'est plutôt cette confusion qu'il y a à présenter des gens avec un statut qui n'est pas le leur. On va revenir sur le cas Zemmour, mais justement, au lendemain de cette affaire Zemmour, France Inter invite Jean-Marie Le Pen à une heure de très grande écoute. Qu'est-ce que ça dit de l'acceptation aussi de ce discours-là par ceux que l'on pourrait appeler la classe dominante finalement? Alors, il y a une banalisation, on peut considérer dans l'opinion publique et du coup dans les médias de ce discours-là. On vient de célébrer, enfin de commémorer la mort de Jacques Chirac et on sait que lui, même s'il y a eu les propos sur le bruit et l'odeur, il y a eu l'appel de Cochin, son parcours n'est pas rectiligne, mais il avait quand même une attitude très stricte, très claire vis-à-vis du Front National, même aux européennes, pas aux européennes, mais aux régionales en 98, il avait empêché la constitution de groupes au sein des conseils régionaux. Donc il a toujours été dans une attitude très claire vis-à-vis du Front National, qui n'existe plus aujourd'hui. Il a refusé d'ailleurs au 2e tour de l'élection présidentielle de 2002 de dialoguer avec Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, personne ne ferait ça. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation par l'électorat certainement, et aussi par le système médiatique. Mais le problème, c'est difficile quand même pour les journalistes. J'essaie de me mettre à leur place, parce que si on ne fait pas de place au Front National ou au Rassemblement National et à ses leaders, ils pourront crier au complot et à la diabolisation. Et en même temps, si on les invite, on risque de banaliser leur discours. Mais qu'est-ce qui motive, par exemple, une chaîne comme France Inter d'inviter Jean-Marie Le Pen au lendemain d'une polémique comme celle que Zemmour a provoquée? C'est quoi? C'est l'intérêt éditorial ou est-ce que justement on sait que ça va faire du buzz? Éric Zemmour fait partie des gens dont Jean-Marie Le Pen, des rares journalistes auxquels, depuis toujours, il reconnaît une légitimité, y compris à une époque où Éric Zemmour n'avait pas encore épousé cette ligne d'extrême droite, identitaire. Il était plutôt dans un souverainisme au milieu des années 2000. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait déjà cette attitude-là, de dire qu'il l'appréciait. Et je pense que de la part de France Inter, il y a une volonté certainement de clarifier les liens, le positionnement. Alors, il y a Jean-Marie Le Pen vis-à-vis de sa fille et de sa nièce, mais il y a aussi certainement, vis-à-vis de Zemmour, une volonté de clarification. J'espère que c'est ça. Qu'est-ce que ça dit aussi, ce recrutement, cette possibilité du recrutement d'Éric Zemmour sur une chaîne d'infos en continu, CNews, alors qu'Éric Zemmour est condamné pour provocation à la haine raciale? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution aussi de ces chaînes d'infos en continu? Alors pour CNews, on peut rappeler qu'avant c'était iTélé,
Éric Zemmour était dans une émission qui était de qualité, qui s'appelait Ça se dispute, qui a duré des années. Et moi, je regardais toutes les semaines cette émission, d'abord avec Christophe Barbier, puis avec Nicolas Doménac. Et on était plutôt sur des thèmes européens. C'était un souverainiste à l'époque, plutôt. D'ailleurs, il revendiquait d'avoir voté Chevènement en 2002. Et il parlait assez peu à ce moment-là de l'islam. Et je pense que dans ceux à CNews qui veulent refaire ce type d'émission, alors avec à chaque fois un intervenant différent, donc ce qui revient quand même à donner une place centrale à Éric Zemmour, mais l'idée c'est de renouer avec cette émission qui avait fait le succès d'ITélé. Sauf qu'entre-temps, Éric Zemmour a complètement changé de discours et changé de façon d'être. Il n'est plus journaliste, il faut quand même le dire clairement. Le journalisme, beaucoup plus qu'une carte de presse, c'est un rapport aux faits, c'est un rapport à la vérité. Il aligne les contre-vérités, il aligne les insultes, les injures à l'égard de l'islam. Il faut se rappeler quand même, moi je distingue vraiment ce qu'est la critique de l'islam et la critique, la haine des musulmans. Le terme islamophobie est problématique. On a une loi sur la presse depuis 1881 qui est très claire. Il n'y a plus de délit de blasphème. On peut dire tout ce qu'on veut sur la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion juive. On n'a pas le droit, en revanche, d'attaquer les personnes ou les communautés de personnes. Et c'est précisément ce que fait Éric Zemmour. Donc il manque à tous les principes qui régissent le droit de la presse et en plus il aligne les contre-vérités historiques. Donc il n'a plus rien d'un journaliste. Donc c'est cette personne-là qu'on risque d'inviter. C'est plus du tout le journaliste des années 2000, c'est un polémiste identitaire, proche de Renaud Camus et donc extrêmement dangereux. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ces chaînes-là, elles font plus du news, elles font plus de l'information, elles font de l'entertainment, en fait, c'est du divertissement presque. C'est pas tout à fait exact, vous le savez puisque vous allez de temps en temps sur ces chaînes-là, il y a des émissions de qualité, il y a des intervenants de qualité et il y a des journalistes de qualité. Le problème, c'est qu'elles sont dans une logique d'audience et que, on l'a bien vu, LCI, donc il n'y a pas que CNews, LCI a diffusé la Convention nationale, notamment le discours d'Éric Zemmour samedi, ils l'ont regretté après, mais donc on lui a donné une tribune absolument disproportionnée par rapport à ce qu'il représente. Donc il y a une recherche du buzz et une recherche de la polémique, et ce sont des gens qui font de l'audience. Donc je pense que ce n'est pas une logique, c'est pas une question idéologique qui est là, c'est juste une recherche d'audience, et dans le cas de CNews, le souvenir de cette émission qui était de qualité, sauf qu'entre-temps, Éric Zemmour est devenu quelqu'un d'autre. Il a sa place ou pas, Éric Zemmour, à la télévision? Pas pour moi. Je pense que il est multi-condamné, il y a des limites à la liberté d'expression, et moi je défends la liberté de la presse, mais il faut se souvenir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc le moment où on fixe ce principe de la liberté d'expression, et l'article 11 dit bien « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». C'est-à-dire que même en 1789, les révolutionnaires ont dit « la liberté d'expression ne peut pas être totale ». Et là, on est dans l'injure raciale, répétée, systématique, condamnée par la justice. Et pour moi, cet individu, comme c'est l'équivalent, si vous voulez, pour la haine anti-musulman, de ce qu'Alain Soral peut être pour la haine anti-juif. Et je ne vois pas pourquoi Alain Soral n'est plus dans les médias, alors qu'Éric Zemmour est encore partout. On voit qu'il y a un changement quand même de l'attitude des journalistes, puisque la rédaction du Figaro s'est désolidarisée d'Éric Zemmour, qui est toujours dans les pages du Figaro, et ça pose problème aux véritables journalistes de cette rédaction. La critique des médias est très forte en ce moment, à raison, on en parle à l'instant. La cote de confiance des Français pour les médias est passée de 30% à 23%. Quelle lecture il faut faire de cette défiance croissante, de ce divorce entre le monde médiatique et les citoyens? Alors c'est une question très complexe. La haine des journalistes, en tout cas la critique des médias, souvent légitime, parfois totalement fantasmée et excessive, elle existe depuis qu'il y a des journaux, donc depuis le XVIIe siècle. Ce qui a changé ces dernières années, je trouve, c'est l'utilisation qu'en font les politiques. Et on a beaucoup joué avec le feu au moment de la campagne présidentielle de 2017. Il faut se souvenir des discours de François Fillon, d'un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui avait fait siffler les journalistes dans un meeting. On se souvient des propos de Jean-Luc Mélenchon, et qui a encore continué au moment de sa convocation là, devant un tribunal. Et même Emmanuel Macron, rappelons-nous son attitude au moment de l'affaire Benalla, dans les jardins de la Maison de l'Amérique latine. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, un pouvoir médiatique qui se prend pour un pouvoir judiciaire. Le président de la République, garant des institutions, garant de l'existence de contre-pouvoirs, qui se permet de tels propos sur la presse, qui n'avait fait que son travail en plus. Donc ça, c'est... Il n'a pas un peu raison, Jean-Luc Mélenchon, vous citiez Jean-Luc Mélenchon, justement, quand il critique la manipulation d'une information avec des images sélectionnées par quotidien? Alors, les images sélectionnées par quotidien, ils ont eu une attitude, je trouve, après assez transparente à l'approche de cette convocation, de mettre tous les rushs, ce qui ne se fait jamais.
Là, je les ai regardés, on voit quand même que Jean-Luc Mélenchon outrepasse tous les gestes normaux d'un président d'un groupe parlementaire, enfin, ou d'un chef de parti qui a fait 18% à la présidentielle. Je constate que cette stratégie, qui consiste en fait à dire que tous les journalistes sont à mettre sur le même plan, hein, il parle de parti médiatique, il l'a encore fait récemment, donc tout le monde, tous les médias, tous les journalistes seraient à mettre dans le même sac. Cette stratégie ne fonctionne pas, elle a fait passer, il y a d'autres raisons, mais elle a contribué à faire passer la France Insoumise de 18 à 6%, et elle est contestée en interne. Des gens comme Clémentine Autain ont une lecture totalement différente de ce qui doit être l'attitude de la France Insoumise vis-à-vis des médias. Évidemment qu'il y a des journalistes qui ne font pas leur travail, évidemment qu'il y a des erreurs, évidemment qu'il peut y avoir de la manipulation, les médias sont tout sauf parfaits, mais les mettre tous dans le même sac et les envelopper dans le même mépris, le même dénigrement, c'est l'attitude d'un leader populiste, et c'est très dommage pour la France Insoumise, qui aurait pu être en partie d'opposition à Emmanuel Macron, et qui là, à mon avis, avec de tels propos, se discrédite. Il y a un autre élément qui ajoute à la défiance aussi sans doute des médias, c'est la question de l'indépendance. On l'a vu avec Le Monde récemment, la question de la concentration aussi. Il y a urgence à réformer sur cette problématique-là, la concentration, la question de l'indépendance aussi des médias. Oui, on a une bonne nouvelle avec ce qui s'est passé pour Le Monde, ce qui fait suite à ce qui s'était passé pour Mediapart. En fait, c'est les solutions prônées par Julia Cagé qui je trouve, a des propositions très justes pour finalement garantir l'indépendance éditoriale de ces titres. On a eu très peur pour Le Monde que Daniel Kratinsky, ce milliardaire tchèque, puisse prendre le contrôle majoritaire du Monde sans l'assentiment des journalistes. Ça ne sera pas le cas. Le problème, c'est que la levée de bouclier qu'il y a eu pour Le Monde et l'attitude de toute la société, finalement des intellectuels, de la force de ces journalistes. Il n'y a pas de société des rédacteurs aussi forte que celle-là, qui a cette tradition d'indépendance. On voit bien en ce moment ce qui se passe pour Grazia et ces journaux là, de Mondadori qui sont repris par un groupe qui va en fait les virer. 90% je crois des personnes. 90%, c'est hallucinant. Et ça montre bien la situation critique où est la presse aujourd'hui. Donc plutôt de la critiquer, il faut la défendre et trouver, comme le fait Julia Cagé, et imaginer des instruments qui puissent permettre de garantir son indépendance. J'ai une dernière question, Alexis Lévrier. Le ministre de la Culture a présenté les grandes lignes de sa réforme sur l'audiovisuel public. Ça ressemble à un coup de rabot, une réforme pour faire des économies, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie de renforcement du service public de l'audiovisuel? Alors, il y a différentes choses dans cette réforme. L'idée de concentrer les 4 structures, là, donc France Média Monde, l'INA, Radio France et France Télévisions, dans une même structure qui va s'appeler France Média. C'est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, ça rappelle quand même, ça a été démantelé, c'est l'ORTF qui a été démantelé en 1975 par Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait en finir avec le monde Pompidou-gaullien de la tutelle exercée sur l'audiovisuel public. Donc on renoue un peu avec ça, ce qui est un peu inquiétant, mais ils ont imaginé des solutions pour garantir que le PDG ne soit pas nommé par le CSA, mais par un conseil d'administration. Il faut attendre, moi je préfère leur laisser le bénéfice du doute. Ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est cette logique effectivement de démolition de services publics. Quand on demande à Radio France, et les chiffres qui circulent, de faire un plan d'économie de 60 millions, alors que leur budget de fonctionnement est de 650 millions, c'est-à-dire à peu près 10%, on n'est pas dans une logique de réduction des coûts, on est dans une logique de démolition du service public. Et ça, je trouve ça très inquiétant au moment même où l'audiovisuel public a une excellente image, réalise des scores d'audience tout à fait remarquables, notamment Radio France, France Inter, France Culture, et c'est ce moment-là que l'on choisit pour les empêcher en fait, de faire leur travail correctement. Je trouve ça très inquiétant. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Merci à vous.